мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Depuis l'aube du 24 février, la Russie de Poutine, ayant déclaré la guerre à l'Ukraine, lance son offensive militaire sur le pays. Des affrontements meurtriers dans le territoire ukrainien, des bombardements sur Kiev. Pourquoi ? Pourquoi un président comme Vladimir Poutine a besoin de s'imposer ainsi, de montrer aux dirigeants du monde qu'il est fort, que la Russie possède une puissance armée et nucléaire? Pourquoi l'Ukraine ? Pour beaucoup d'Européens, les relations compliquées entre l'Ukraine et la Russie remontent à la dislocation de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, ayant souvent été dirigée par des communistes. Bien qu'en réalité les conflits existent depuis l'époque médiévale. Selon l'article d'Anne Devino sur le site Euronews, après des décennies de mauvaise gestion d'économie et d'armement lors de la guerre froide, l'URSS chute. En 1991, c'est d'abord la région du Caucase qui se rebelle contre Moscou, suivie par les pays baltes. Une tentative de coup d'État et un putsch contre le chef d'État Gorbatchev à Moscou mèneront à la fin de l'Union soviétique. De nombreuses républiques comme l'Ukraine et la Biélorussie proclament alors leur indépendance. Les accords d'Alma-Ata permettent à la plupart de ces pays de rejoindre la CEI, Communauté des États indépendants, excepté la Géorgie et les pays baltes. Le journaliste Luca da Silva évoque sur le site Toute l'Europe qu'après 1991, plusieurs républiques ex-soviétiques héritèrent d'une partie de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS. En 1994, les chefs d'État américains Bill Clinton et russes Boris Eltsine signent un accord avec l'Ukraine pour dénucléariser le pays. Tout cela pour, selon Clinton, ouvrir les portes d'une coopération entre l'OTAN et l'Ukraine. La Russie critique cependant la volonté d'expansion des États-Unis. La Hongrie, la Pologne et la République tchèque rejoignent l'Alliance Atlantique en 1997. Dans la même période est signé l'acte fondateur OTAN-Russie, visant à protéger les pays de l'Alliance Atlantique si besoin est. Avant de parler du premier mandat de Poutine, j'aimerais revenir sur un fait historique qui pourrait un peu expliquer les différences actuelles entre l'Ukraine de l'Est et de l'Ouest. Dans l'article d'Eve Conan, pour le site National Geography, on apprend que Joseph Staline, dirigeant l'ex-URSS, fondateur des goulags et vainqueur d'Hitler, au début des années 30, pour forcer les paysans à rejoindre les kolkhozes, une exploitation agricole collective en URSS, orchestra une famine, décimant des millions d'Ukrainiens. Affaiblie, cette dernière voit venir des Russes et citoyens soviétiques pour repeupler ces régions Est. Sur Wikipédia, on peut lire que Vladimir Poutine a été officier du KGB, principal service de renseignement de l'URSS post-stalinienne.
Il était en poste à Dresde, une ville allemande, au moment de la chute du mur le 9 novembre 1989. Il commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fait de lui le directeur du FSB en 1998, puis le président du gouvernement et de la Fédération de Russie l'année suivante. Il tente à ce moment un rapprochement avec l'Alliance Atlantique, allant jusqu'à évoquer la possibilité d'une intégration de ce pays à l'OTAN. En 2004, des ex-membres du bloc soviétique, comme l'Estonie, la Lituanie, rejoignent l'organisation. Ce qui mène Poutine à changer de position par crainte de voir s'éloigner de sa politique ses pays voisins. À partir de 2004, c'est la révolution orange en Ukraine. Le journal L'Express détaille chronologiquement les étapes de cette rébellion populaire. On note au début que Viktor Yushchenko, candidat à la présidence de l'Ukraine de l'époque, tombe subitement malade. Son chef de campagne électorale affirme que sa maladie pourrait être due à une tentative d'empoisonnement. Selon la presse ukrainienne, Yushchenko aurait rencontré peu avant des responsables du SBU, ex-KGB. Il passe cependant le premier tour des élections et au second tour affronte le candidat pro-russe et euroscepticiste Viktor Yanukovych. Dans toutes ses interventions publiques, Poutine nie avoir eu des attaches politiques avec le président Yanukovych, mais dans certains articles du site Wikipédia, il est souligné que le peuple ukrainien perçoive les élections comme truquées par le gouvernement de Viktor Yanukovych, le clan Donetsk, l'oligarque Rinat Akhmetou et les dirigeants russes. La révolution est soutenue par beaucoup de pays occidentaux, notamment les États-Unis de George Bush et d'importants financiers. Le résultat de cette révolution est qu'un nouveau vote présidentiel a lieu le 26 décembre 2004 et que cette fois, Yushchenko remporte. On remarque une différence de vote entre l'Est et l'ouest de l'Ukraine. Suite au rapprochement ukrainien de l'Union européenne, le gouvernement russe tente de sauvegarder son influence en Crimée, où l'armée russe occupe le phare du cap Sarych. Début 2007, l'OTAN installe des bases militaires aux frontières de la Russie, notamment en Bulgarie et en Roumanie, craignant un débordement russe. Ce que Poutine prend pour une violation des promesses occidentales faites il y a des années de ne pas étendre les limites de l'organisation en direction de l'URSS est une trahison. Un an plus tard, Vladimir Poutine, pour dépasser l'interdiction illégale de son pays de se lancer dans un troisième mandat présidentiel, est nommé Premier ministre dans le gouvernement de Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev est accusé d'avoir monté un système de pots de vin dans son intérêt et d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars par la fondation anticorruption de l'opposant politique Alexei Navalny. Lors de cette période, l'Alliance européenne entérine la perspective d'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Medvedev déclare alors qu'aucun pays ne serait satisfait à l'idée de voir un bloc militaire s'approcher de ses frontières. Sur l'article Chronologie du conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud, on dénote que Vladimir Poutine, en fin de deuxième mandat, renoue des liens avec ses homologues en Abkhazie et en Ossétie du Sud. La Géorgie dénonce alors une violation des lois internationales. Après ça, elle lance une offensive majeure en Ossétie du Sud. La Russie riposte par des tirs de roquettes et envoie des troupes en Géorgie. La guerre Géorgie-Russie s'achève avec le retrait des troupes russes du territoire géorgien suite à un accord de paix négocié par la France. Cependant, les dirigeants russes déclarent reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie quelque temps après, ce qui fait réagir plusieurs pays occidentaux. En Ukraine, Viktor Yanukovych succède légalement à Yushchenko à la présidence de 2010. Il tourne le dos à l'Union européenne, souhaitant relancer les relations avec Moscou, levant les bannières douanières avec la Russie, promettant une baisse du prix du gaz russe, ainsi qu'un prêt de plusieurs milliards de dollars. Cette volte-face politique emmène le peuple ukrainien à exprimer son désarroi. On parle du mouvement Euromaïdan ou de la révolution de février, menant à la démission et fuite en Russie de Yanukovych. D'une extrême violence, ces contestations ont fait des centaines de morts. Les séparatistes pro-russes répliquent en autoproclamant les républiques populaires de Donetsk, de Louhansk, indépendantes, sans pour autant que l'Union européenne, les États-Unis et la Russie n'y posent un quelconque accord. La Crimée, qui comptait parmi ses habitants des pro-ukrainiens et des pro-russes, se voit, expliqué dans un post sur France Info, à partir du 27 février 2014, envahir par des militants et soldats russes. Le 16 mars, la Crimée est officiellement rattachée à la Russie après un référendum. Petro Poroshenko, un businessman milliardaire alors à la tête de l'Ukraine, signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne, engageant une coopération politique et économique entre l'Ukraine et l'UE. Ce qui fait réagir la Russie, prévenant qu'il y aura de graves conséquences. Quelque temps après, un Boeing 777 est abattu. Les États-Unis menacent Moscou de sanctions. La situation est tendue. De 2014 à 2015, le conflit entre l'Ukraine et les séparatistes fait plus de 10 000 morts. Deux accords de Minsk sont conclus.
Le premier n'est pas respecté. Le deuxième a pour but, selon le journal Le Parisien, un cessez-le-feu, un retrait des armes, une libération des otages, un dialogue politique, entre autres. Mais les combats ne cessent pas, alternant pause et recrudescence. D'autant plus que lors d'un attentat, le séparatiste pro-russe Alexandre Zarkatchenko, dirigeant de la République populaire du Donetsk, est tué dans l'explosion d'une bombe. Suite à cela, la marine russe ouvre le feu sur des navires ukrainiens dans les eaux de la mer Noire. Des mots comme corruption, guerre, pauvreté, associés à l'ère Poroshenko, pour reprendre les termes du journal Le Monde, ont incité le peuple ukrainien à voter le 21 avril 2019 pour Volodymyr Zelensky, actuel président. Préférant faire un saut dans le vide, Zelensky n'avait alors presque jamais fait de politique. Il était connu pour ses apparitions humoristiques télévisées, plutôt que de continuer avec une classe politique menant à la précarité et à la violence. Certains disent qu'au début de son mandat, il jouait de façon réelle, en gouvernant le pays, le personnage de la série télévisée qu'il a fait connaître. D'ailleurs, 2 ans auparavant, il fait changer le nom du parti dont il est membre, le rebaptisant Serviteur du Peuple, qui est le nom de la série. Lors des élections législatives, son but est de proposer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Son programme comprend des éléments de démocratie directe et d'anticorruption, comme la possibilité aux citoyens de révoquer les députés, ainsi que le libertarianisme. Mais le jeune président est soupçonné de posséder via plusieurs de ses proches des comptes offshore, ainsi que d'avoir voulu cacher au fisc une villa italienne d'une valeur de 4 millions d'euros. Dans une courte période de calme, Moscou et Kiev signent un pacte pour le transit du gaz russe en Ukraine et en Europe en 2019. Le 1er avril 2021, la Russie masse 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Poutine accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev. Il exige notamment à Joe Biden le bannissement de tout nouvel élargissement de l'OTAN et le retrait de ses forces dans les pays de l'ex-URSS, ce que le président américain refuse. Les pays de l'OTAN menacent Poutine de lourdes sanctions économiques en cas d'une nouvelle agression militaire de l'Ukraine. Des troupes de l'OTAN sont placées pour renforcer les défenses en Europe de l'Est. À la veille d'une potentielle guerre annoncée par les Américains début février 2022, Moscou annonce le retrait des militaires russes positionnés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, ce que dément la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, car il n'y a aucun signe de réduction des troupes. Vladimir Poutine signe un acte de reconnaissance des territoires séparatistes du Donbass, de Donetsk et de Louhansk, ce qui met encore plus le feu aux poudres. Sous prétexte de violences ukrainiennes vis-à-vis de ces régions dans la nuit du 21 au 22 février, l'armée russe pénètre dans l'est de l'Ukraine, sous soi-disant couvert de paix. De désescalade en désescalade, la Russie bombarde plusieurs grandes villes ukrainiennes et assiège des lieux stratégiques. Les sanctions financières promises par l'Union européenne tombent pour les gouvernements de Vladimir Poutine, ses oligarques et l'économie du pays.
notamment gel de comptes bancaires et le système SWIFT, mais aussi le blocage d'acheminement du gaz et des céréales vers les Européens. L'espace aérien de l'Union devient fermé à l'aviation russe. Les médias soupçonnés d'espionnage, Russia Today et Sputnik, sont interdits au sein de l'UE. Les secteurs phares de la Biélorussie, comme le tabac, sont interdits d'exportation vers l'Union. Alors que Kiev et quelques autres villes résistent toujours vaillamment, 2 pourparlers sont organisés. Le premier ne donne à rien. Quant au deuxième, sont débattus des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils hors des zones de combat. Le président russe signe une loi amenant à des peines de prison pour toute personne publiant des informations mensongères sur l'armée russe, pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Poutine voulait la guerre, dans son idée de reconquérir la puissance de la Russie d'avant. Pour lui, un génocide de la part des Ukrainiens s'est et se déroule dans les régions séparatistes. Il accuse Kiev d'être lié aux néo-nazis. Il est vrai que des groupuscules nazis existent dans les rangs de l'armée ukrainienne, comme le régiment Azov, qui s'est fait connaître au début de la guerre du Donbass. Mais pour beaucoup, il reste une minorité. Selon les Ukrainiens, 9000 Russes seraient morts depuis le début de l'invasion, contre 498 annoncés par la Russie. Des milliers de blessés dans les 2 camps et plus d'1 million de réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.